Bonjour à tous. Bienvenue à ces 9e journées, ou à cette 9e journée d'enseignement de recherche du GTUG. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. La bonne nouvelle est que notre challenge du jour ne va pas être de résister à la chaleur parce que normalement les choses devraient plutôt pas mal se passer par rapport aux 2 dernières journées. Notre vrai challenge va être de tenir les temps parce que le comité scientifique a été très optimiste, mais dans le bon sens. Il y a tellement de choses à discuter en cancérologie génito-urinaire aujourd'hui qu'on a choisi 6 thématiques différentes et chacune d'entre elles est importante et il y a pas mal de choses à raconter. On va couvrir, comme on essaie de le faire, les différents cancers génito-urinaires aujourd'hui, également les différentes situations tumorales, des situations localisées, des situations métastatiques, des situations en fait un petit peu intermédiaires également, où il y a probablement la possibilité d'agir de manière plus efficace pour les malades. Je pense bien sûr aux maladies oligométastatiques, aux rechutes biologiques isolées dans le cancer de la prostate, à d'autres situations. Je ne vais pas être très long, mais je veux juste dès maintenant remercier toutes celles et ceux qui toute l'année travaillent pour faire en sorte que ces journées aient lieu, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan financier, merci à nos sponsors, et que ce soit sur le plan scientifique, avec de très belles réunions de brainstorming et déjà de débats en amont qui permettent d'aboutir au programme que vous allez entendre aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence avec la première session de la journée qui va porter sur le cancer de la prostate résistant à la castration, où en fait on est en train d'ouvrir une nouvelle ère après toute une situation finalement assez classique où on utilisait une hormonothérapie et puis quand les choses se passaient mal, on passait à autre chose que l'on avait, de plus en plus on a eu des choses. Finalement, on est en train d'utiliser ces mêmes traitements de la résistance à la castration bien plus tôt et ça pose la question de qu'est-ce que l'on fait si le patient n'est pas guéri et malheureusement, il n'est souvent pas guéri avec des options nouvelles à inventer et bien sûr beaucoup de débats. On va essayer d'animer ça avec Carole et je vous propose donc qu'on commence tout de suite avec des présentations qui seront des présentations débat et c'est Guilhem qui va ouvrir le bal en nous parlant de l'emploi des inhibiteurs de PARP en plus des hormonothérapies de seconde génération. Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, un oncologue passe avant un urologue, et ça c'est pas mal. Généralement, c'est quand même l'inverse dans les congrès. Je vais vous parler donc de l'association HARPI et IPARP. HARPI, c'est hormonothérapie de deuxième génération. Ça a été voté internationalement, donc on va parler plutôt dans ce contexte d'enzalutamide et abiraterone. 3 essais de phase 3 avec un design qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à une première ligne de résistance à la castration, randomisation 1 pour 1, une association HARPI plus PARPI versus HARPI plus placebo. Donc on garde en tête que tous ces essais sont en double aveugle, ce qui est intéressant pour des analyses ensuite en qualité de vie. L'objectif principal, c'est la survie globale et un objectif survie sans progression radiologique, un objectif secondaire, la survie globale. Donc quand on a ça, on arrive à peu près à raisonner sur les 3 essais. Et si on est en code couleur, eh bien finalement, en termes d'efficacité antitumorale, en premier point, on a pour tous ces essais un bénéfice significatif en survie sans progression radiologique, défini par un scanner et une scintigraphie osseuse sur la progression, et pas sur imagerie fonctionnelle. En termes de survie globale, seule l'étude Talapro 2, All Commerce et évidemment sur la cohorte de HRR, montre un bénéfice significatif en survie globale, et vous le voyez plus précisément ici, avec une médiane de survie globale à 45,8 mois, qui est probablement la plus longue qu'on ait. On pourra débattre là-dessus ensuite, mais les datas sont les datas. On a ça avec, en bénéfice absolu, vous voyez, un bénéfice qui est quasiment de 9 mois pour le bras expérimental versus le bras standard, qui était donc, je vous le rappelle, enzalutamide plus talazoparib versus enzalutamide plus placebo. Si on resitue dans le contexte de résistance à la castration, eh bien, en bénéfice absolu profonde, alors on compare un peu des choux et des patates, mais c'est quand même intéressant de voir. Chez les BRCA sélectionnés, on est à un peu plus de 4 mois malgré 2 tiers de crossover dans l'étude profonde. Sur Propel, qui est non significatif en survie globale, n'oubliez pas quand même que le bénéfice absolu est à plus de 7 mois. On pourra discuter pourquoi il n'y a pas de bénéfice significatif en survie globale, probablement problème de méthodologie aussi. Et P3,
qui est à 80% de maturité, dont Bertrand va nous parler après, est à plus de 7 mois, et on lui espère une analyse finale positive. Alors, oui, certes, il y a un bénéfice en survie globale, quel que soit le statut HRR. Donc on peut mettre à la poubelle le screening, eh bien non. Il faut continuer à screener nos patients pour avoir un statut BRCA et HRR, pour 3 raisons. La première, c'est que c'est prédictif de réponse aux IPARP en mono et en combo. C'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que vous allez pouvoir discuter avec votre patient de l'amplitude du bénéfice que vous pourrez prédire. L'exemple le plus frappant, c'est les cohortes en survie globale de Talapro 2. Vous voyez que BRCA, on est à 0,5, non BRCA mais HRR 0,72 et All Comers 0,8. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête quand on discute le ratio bénéfice-risque avec notre malade. Dans toutes ces altérations, et essentiellement BRCA qui est quand même le plus caricatural pour BRCA2, on a un impact pronostic péjoratif, que ce soit en somatique, constitutionnel, résistant et sensible à la castration, comme nous l'a montré David Olmos à l'ASCO cette année. Troisième point, donc vous allez manager votre patient différemment aussi, parce que vous aurez une maladie plus agressive. Et troisième point, c'est l'oncogénétique. Vous avez une mutation somatique, vous avez 30 à 50% de chances de trouver une mutation constitutionnelle associée. Votre patient a 70-75 ans, il a donc des enfants de 35-40 ans. C'est peut-être intéressant qu'ils sachent qu'ils sont porteurs sains BRCA2 pour dépister un cancer du sein, de l'ovaire ou de la prostate. Alors, si on va un peu plus loin dans la granularité de l'efficacité antitumorale en survie globale, on voit que Talapro 2 a moins sélectionné ses patients que P3, et on a aussi des patients qui ont des métastases viscérales. On est plutôt à 15-20% de métastases viscérales, avec une prédominance de métastases pulmonaires qui sont probablement de meilleurs pronostics. On voit que ce n'est pas non plus un signal extraordinaire, on a un intervalle de confiance très large, mais ça nous rassure sur le fait qu'on peut mettre aussi ces patients-là, qui ne sont pas forcément avec tous les red flags pour une chimiothérapie en résistance à la castration. Et puis, dans les autres objectifs secondaires de ces études, et là on revient sur les 3 études de phase 3, on voit qu'on augmente le taux de réponse objective, et chez les patients qui vont être éventuellement symptomatiques, parce que je vous rappelle qu'ils étaient peu ou pas symptomatiques, ces patients à l'initiation du traitement, mais ils peuvent l'être, et bien arriver à faire une bonne réponse objective pour ces associations est une chose intéressante pour prévenir une aggravation symptomatique. Et enfin, on voit que les événements osseux symptomatiques, qui n'est pas le truc le plus important dans ces études avec inhibiteurs de PARP, on ne fait pas plus mal finalement. On n'a pas plus d'événements osseux symptomatiques, on a 4 fractures de plus, mais je pense que Bertrand commentera sur le nombre de fractures qu'il y a dans le bras expérimental versus le bras standard, et malgré les agents antirésorptifs dans P3, je pense que là, on en a quand même moins, et c'est quand même intéressant de se rassurer là-dessus. Deuxième point, la toxicité. Premier gros tendon d'Achille des études inhibiteurs de PARP et ARPI, on est d'accord, avec l'anémie de grade 3 pour 45% des patients. On voit dans cette étude qui a été dédiée à la tolérance que finalement, la temporalité est surtout sur les 3-4 premiers mois, avec un ADIR qui va, pour la perte, à un peu moins de 2 grammes par décilitre et qui dépend surtout de l'hémoglobine en baseline, donc il faut quand même le voir aussi. La toxicité est comparable entre les 2 cohortes. Il faut donc monitorer nos patients avec des NUM régulières tous les 15 jours, les 3-4 premiers mois, pour adapter les doses et arriver qu'à 8% finalement d'arrêt de thalazoparie pour anémie trop profonde. On se rassure aussi sur les événements thromboemboliques et il n'y a pas plus d'événements de leucémie aiguë et de syndrome myélodysplasique avec l'analyse finale. Donc on est aussi rassuré là-dessus. Troisième point, les patient reported outcomes. Là aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, en double aveugle, les patients ne savent pas quand ils remplissent les questionnaires s'ils sont dans le bras expérimental, bras standard. C'est quand même intéressant parce que ça, c'est une plus-value par rapport au bras ouvert comme P3. Eh bien, on voit qu'on allonge le temps jusqu'à détérioration de la qualité de vie globale et jusqu'à détérioration des douleurs selon BPISF. Mais on a le même tendon d'Achille avec P3, on est d'accord, c'est qu'on a 5% des patients qui ont été préalablement intensifiés par ARPI. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se rassure déjà avec cette analyse post-hoc dans Talapro 2 qui montre que sur des sous-groupes avec peu d'événements, finalement les patients qui ont été préalablement traités par ARPI, la combinaison ne fait pas plus mal que l'enzalutamide seul. Et donc, on a déjà des éléments un petit peu rétrospectifs, mais je vous invite, et on en a parlé encore hier à la plénière, à l'Assemblée générale, à inclure dans cette étude à l'initiative espagnole qui va essayer d'investiguer cette question de peut-on réverser une résistance à un ARPI acquise en sensible à la castration avec une association avec ANZA et Talazo dans ce contexte versus ANZA seul.
qui nous permettra de voir cliniquement ce que ça donne dans cette phase 2 randomisée, et également avec une étude ancillaire avec deux séries de biopsies qui nous permettent de mieux comprendre aussi ce qui se passe sur le plan moléculaire. Donc il faut essayer de mieux comprendre et de ne pas avoir peur forcément de traiter des patients avec une association préalablement traitée par ARPI en sensible à la castration. Donc mes take-home, c'est que ARPI plus PARPI, ça augmente la survie globale en analyse finale, quel que soit le statut HRR, avec un traitement purement PEROS, on ne s'embête pas avec les IV et la médecine nucléaire. Une augmentation du taux de réponse objective et pas plus mal en événements osseux symptomatiques. On augmente le temps sans détérioration de la qualité de vie et de la douleur. Sur une population qui est moins sélectionnée, on peut discuter encore une fois dans cette zone des chimios naïfs résistants à la castration. Comment on va définir un patient qui doit avoir du docetaxel en 2025 ou du cabazitaxel? Ça, c'est une vraie question. Et je crois que ce qui est important, c'est pour nous, praticiens, de bien connaître nos études, de bien connaître nos designs et de discuter de la balance bénéfice-risque, le statut HRR, la gestion de la toxicité et ce traitement préalable par ARPI. La dernière chose, c'est que dans les matchs à venir, je l'ai dit tout à l'heure pour les résistants à la castration, chimio-naïf, il y aura à voir par rapport à PSMA4 et P3 et on pourra en discuter, mais il y a probablement une granularité sur lesquelles on peut travailler et on va probablement déplacer pour la médecine de précision des choses, des questionnements dans 2 ans peut-être sur les sensibles à la castration. Je vous remercie. Merci beaucoup Guilhem, je te propose de venir nous rejoindre et j'ai le plaisir d'introduire le professeur Bertrand Tambal qui nous fait l'amitié comme chaque année de nous rejoindre de Belgique et qui va nous expliquer quelles sont les données, en particulier les données récentes récemment publiées de l'étude Peace3 combinant une hormonothérapie de seconde génération avec le radium, et puis ensuite on débattra sur ces 2 options. Bertrand, s'il te plaît. Juste un conseil, toujours éviter d'introduire un urologue, hein, François, c'est ça, c'est plutôt notre job à nous. Donc on va voir le radium. Pourquoi le radium? C'est facile, je pense qu'il y a 3 aspects au radium, dont un, je pense, pour moi la conclusion la plus importante de Peace3, au-delà des résultats, c'est... ça nous permet un peu de revoir le mécanisme d'action et de repositionner le traitement de manière un peu différente. Donc je pense pour 3 raisons, efficacité, tolérance, mécanisme d'action. Alors efficacité, c'est facile, ça augmente la survie sans progression radiologique, ça augmente la survie. À l'analyse intérimaire, c'est important. Je pense que c'est la seule étude où, à l'analyse intérimaire, en fait, on aurait déjà pu arrêter l'étude, qui était d'ailleurs la recommandation des régulateurs, et ça retarde la mise en route du traitement systémique suivant. Donc c'est Peace3. J'en profite pour remercier GTUC Unicancer, puisqu'on n'aurait pas fait ça sans vous ni les Brésiliens. On a tous les événements de décès depuis maintenant 1 semaine, donc on attend que les Brésiliens nous envoient les données pour finaliser l'analyse. Il reste 144 queries et on aura l'analyse finale. Donc, comme l'a bien dit Guilhem, ce sont des malades sensiblement différents. Ce sont des malades qui n'ont pas de métastase viscérale. On ne parlait pas encore vraiment de gènes de réparation de l'ADN à l'époque. On a eu peu de malades qui ont commencé la biratérone dans le métastatique hormonosensible. Et suite à la catastrophe de l'étude RA223, on a inclus uniquement des patients qui avaient plus de 4 métastases osseuses en Europe. Donc au Brésil et au Canada, la limite était toujours à 2. C'était des malades qui étaient asymptomatiques ou peu symptomatiques. Et donc, comme on l'a dit, suite en 2018, et c'est important parce que ça nous permet de faire des petites études additionnelles, en 2018, sur base des résultats de l'étude RA223. Donc, survie en progression, un hazard ratio de 0,69 avec une p-value qui est extrêmement significative. Alors, vous allez voir, c'est intéressant, très peu d'augmentation en mois, en fait. On a juste 3 mois. Ça, je pense que c'est la première chose à déjà bien retenir sur le radium. L'analyse en survie, donc l'analyse en survie sur le test principal, elle est positive, puisque la p-value avait été définie à 0,0034, elle est à 0,031, donc on aurait pu décider d'arrêter à ce stade-là. Néanmoins, il y a 2 choses, il y a encore beaucoup de patients qui sont dans la partie gauche de la courbe et le hasard est non proportionnel, donc on pense que ça pourrait encore même éventuellement augmenter, donc on a pris le risque de ne pas arrêter l'étude et de continuer jusqu'à 100% des événements. Et finalement, ça retarde la progression sans traitement suivant, qui elle est quand même relativement significative, de l'ordre de 20 mois. La tolérance, je pense que ça, c'est quelque part, ça a toujours été le cheval de bataille du radium, c'est qu'en fait, c'est un traitement extrêmement bien toléré. Donc, si vous prenez l'ensemble des événements indésirables et que vous vous focalisez sur les grades 3,
il y a une augmentation qui est de l'ordre de 10%, ce qui est très peu. Quand vous regardez le nombre de patients qui n'ont pas reçu l'entièreté des cycles de radium, c'est 3%, donc c'est très très peu. Ça peut se donner très facilement, de manière tout à fait safe, avec une toxicité tout à fait acceptable. Et si vous prenez les effets indésirables individuels à l'exclusion des fractures, qui étaient traités de manière différente dans cet essai suite de nouveau à Erato-Toutri, vous ne trouverez pas un seul effet secondaire qui est augmenté de plus de 5% en grade 3. Les fractures, alors oui, il y a une augmentation des fractures. Si vous lisez en détail, vous voyez en fait que c'est une augmentation de fractures qui vient essentiellement de la période avant l'Urgent Safety Letter, donc avant 2018, à l'époque où on laissait un peu choisir si vous preniez ou si vous administrez un agent de protection osseuse. Et donc, il reste à l'analyse finale un excès de fractures de l'ordre de 10%. On est en train de revoir toutes ces fractures. C'est ce que Frédéric Lecouvet est en train de revoir. Ce que je peux vous dire déjà, c'est la toute grande majorité, c'est ostéoporotique. Donc, c'est similaire à radium-223. Et donc... et je pense que c'est du travail à faire en amont. On a imposé un DEXA-scan. On a des gens qui avec des tentatives d'inclusion, avec des DEXA-scan à -5. Donc, montrer ça à un rhumatologue, il va pleurer, quoi. Et donc, finalement, je pense que ça nous permet, et c'est important pour la discussion pour les malades qui ont reçu déjà de l'abiraterone ou un ARPI, de revoir un peu le rôle du radium. En fait, on a toujours dit, oui, le radium, ça va dans les métastases osseuses et ça tue les cellules cancéreuses qui sont dans les métastases osseuses. Personnellement, je ne pense pas. Ça va, je pense que l'effet direct sur les cellules cancéreuses, il est minime. Je pense qu'on est plus dans un modèle où on détruit complètement, en association avec les agents de protection osseuse, la niche osseuse. On pourrait passer des heures. La niche osseuse, elle est extrêmement importante dans le cancer de la prostate. Et c'est pour ça qu'on a déjà cette relation un peu particulière entre la PFS et la survie. Donc vous voyez, dans la majorité des essais, la PFS est beaucoup plus grande que la survie. Nous, c'est l'inverse. On a une relation inverse. On a un petit effet sur la PFS, mais on a un effet majeur sur la survie, avec des courbes qui continuent à se séparer. Et donc ça indique plus un mécanisme, je pense, cytostatique que cytotoxique. Et je pense que c'est un argument pour venir relativement tôt avec le radium chez les patients qui ont des métastases osseuses. Si vous regardez l'effet sur le PSA, il n'y en a quasi pas. L'enzalutamide fait le boulot, vous n'avez quasi pas d'effet additionnel. La seule chose, c'est que vous accélérez un peu le temps de la réponse à moins de 90%, mais ça reste relativement marginal. Alors, ce qu'on a fait avec Fredsad, c'est de dire, mais tiens, est-ce qu'on pourrait justement profiter de cette anomalie de la période 2016-2018 où on pouvait choisir si on donnait un agent de protection osseuse ou pas pour voir quel est l'impact justement de cette suppression massive de la niche de remodelage osseux. On a présenté ça à l'EAU en 2025 et en fait on a regardé les 115 patients qui avaient été inclus dans l'étude avant qu'on rentre les bone protecting agents obligatoires. Et c'est intéressant parce qu'il y avait 50% qui en avaient reçu, 50% qui n'en avaient pas reçu. Alors on a regardé l'effet additionnel. Fredsad était assez excité parce qu'il n'a jamais pu montrer de bénéfice en survie. Et donc en fait, si on regarde la RPFS, que vous poulez les deux bras, elle est plus longue de 14 mois. Et si vous regardez maintenant les différents bras et que vous comparez la ligne bleue, qui sont les patients qui ont reçu de l'enzalutamide, du radium et un BPA, versus les patients qui ont reçu que de l'enzalutamide sans BPA, vous voyez que la survie moyenne, eh bien, elle passe de 12 mois, la RPFS moyenne passe de 12 mois à 28 mois. Et si vous regardez la survie globale, elle passe de 22 mois à 71 mois. Et donc, en survie globale, simplement ajouter, maintenant c'est tout petit, c'est hypothèse generating, mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc, en conclusion, je pense que le radium, il n'est pas en compétition avec les autres, même pas avec le PSMA lutetium ou le bras. Je pense que c'est vraiment un agent à intervenir très tôt chez les patients qui ont des métastases osseuses. C'est simplement remettre Alcimca au goût du jour. C'est un traitement efficace, bien toléré, et je pense que maintenant, ça nous permet de travailler sur le mécanisme d'action et de revoir ça plus comme un agent de protection osseuse que comme un agent qui tue réellement les cellules. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des discussions. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, merci à tous les deux pour ces belles présentations. Moi, j'en ai une. En pratique, j'ai mon patient qui a été intensifié en phase d'hormonosensibilité. Comment je vais faire mon choix? On va dire que c'est un patient sans métastase viscérale, pour le coup, pour avoir le débat. Et comment je décide? Et non muté, pour le coup. D'abord, il faut le tester, parce que je pense que là, quelque part, mon avis, c'est que tant AstraZeneca que Astellas, ils ont pris un risque énorme en voulant aller contre la physiologie, et je pense que c'est très dangereux parce que ça éclipse le message que si vous avez des mutations des gènes de réparation de l'ADN, en particulier de BRCA2, vous devez avoir le plus vite possible un inhibiteur de PARP. Ça, c'est facile. On pourrait passer des heures à dire pourquoi cette étude elle est positive. Il y a des données importantes qui n'ont jamais été rapportées. Pas oublier que ce sont des event-driven trials. Donc en fait, ce que vous voyez, ce n'est pas l'impact sur la survie. C'est l'impact sur la survie des malades qui progressent d'abord. C'est tout à fait différent. Ce sont des analyses de Kaplan-Meier, on ne sait pas. Et ces malades-là, il suffit de regarder les chiffres, c'est les malades qui ont BRCA2. Donc pour moi, c'est clair. La première chose qu'on fait avant même de discuter, on teste le malade. Et s'il est BRCA2, on commence son PARP. Je ne sais pas si toi, Guillaume, tu vois ça différemment. Je pense qu'en effet, il faut que les patients qui ont BRCA, earlier is better, vraiment toute la littérature va vers ça, et possiblement avec des résultats de phase 3 d'amplitude, peut-être que ce sera même avant résistance à la castration. C'est pour ça que ce débat est peut-être transitoire sur la phase de résistance à la castration. Moi, je pense que tout est possible à partir du moment où on discute avec le malade de l'amplitude du bénéfice qu'on peut avoir. Et chez un patient qui, en effet, n'a pas de métastase viscérale, quoique même les métastases pulmonaires et métastases hépatiques n'ont rien à voir sur le plan pronostic, et les métastases pulmonaires, je serais assez rassuré pour continuer éventuellement de l'hormono par rapport à des métastases hépatiques, et c'était le cas dans l'étude, il y avait quand même beaucoup moins de métastases hépatiques. Un patient qui est peu ou pas symptomatique, parce que dans toutes ces études, ces patients étaient peu ou pas symptomatiques, je pense qu'on peut utiliser une association, à condition aussi qu'on soit extrêmement vigilant sur la toxicité, à la gestion de la toxicité de ces traitements. Ça, c'est vraiment important. Après, le radium reste un très bon traitement aussi avec l'enzalutamide. Je ne sais pas à quel point il peut corriger le côté, parfois, quand on demande à nos médecins nucléaires, ils nous disent il faut que le technétium fixe bien. C'est pour ça que j'ai parlé un peu aussi des lésions, parfois, tu sais, qui sont mixtes, où on a de l'ostéocondensant, mais un peu de lithique, et on se dit, est-ce que la non-efficacité du radium va être, finalement, chez ces patients-là, où on a une scintille un peu hétérogène, rattrapée par l'association avec l'enzalutamide, même chez des patients purement métastatiques osseux? Donc ça, c'est une grande question. Hein. C'est quelle est la valeur prédictive de la fixation au technétium? Ce n'est pas absolument sûr, parce qu'il y a des méthodes qui captent le calcium quand même. Maintenant, pour moi, le radium, c'est très simple. De nouveau, on le repositionne différemment. Si on a un patient... En Belgique, on a plus ou moins... L'indication de PIS1 maintenant, j'ai parlé avec ça, Karim, c'est plus ou moins 15 à 20%. Donc 80% des gens qui sont métastatiques CRPC ont reçu un ARPI. Et donc, pour nous, la discussion, elle est différente. Si le malade, il progresse dans l'os, que son bone scan se péjore, en particulier, ce que tu dis, qu'on voit une augmentation de la fixation au niveau des métastases osseuses, c'est à ce moment-là, si on a la possibilité, si l'IME étant le labeling, de dire on va lui donner ces 6 cycles de radium à ce moment-là en même temps que son agent de protection osseuse. Parce que, mais ce sont des malades relativement différents. En général, ce sont des malades qui ont une progression osseuse pure, ce ne pas des malades aussi rapides. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on le repositionne et qu'on l'a en fait toujours utilisé en fait. Peut-être un commentaire déjà sur le testing, parce que le testing n'est pas nécessairement accessible et systématique partout sur le territoire. Et je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins et au moment où on doit se mettre à tester systématiquement désormais des patients qui ont une maladie métastatique au plus tard résistante à la castration. Et le débat sera dans l'année qui vient probablement sur la partie hormonosensible. Mais si on prend les faits tels qu'on les connaît aujourd'hui, en situation de résistance à la castration, si on identifie une altération de BRCA essentiellement 2, et si on utilise un inhibiteur de PARP, on va probablement donner pas très loin de 2 ans de survie supplémentaire à un patient. Dans l'étude Talapro 2, dans le bras expérimental, avec 4 ans de suivi, chez les patients qui sont BRCA, la médiane n'est même pas atteinte. Et on parle de résistance à la castration de patients BRCA qui sont en plus les plus graves.
Autrefois, on parlait d'1 an, 2 ans de survie, grand maximum. Dans les essais classiques, c'était 18 mois. Là, on parle de plus de 4 ans, versus à peu près de 2 ans dans le bras contrôle. Donc, à mon avis, c'est quand même le message principal de toutes les études que l'on vient de mener avec les inhibiteurs de PARP, c'est qu'un bénéfice majeur est retrouvé chez ces patients. Il ne faut surtout pas qu'on l'oublie. Et si on veut ce bénéfice, il faut tester. D'autre part, le testing va vous permettre d'identifier quelques patients, ils sont rares, qui ont des altérations spécifiques, en particulier les patients MSI high. C'est 2%, 3%. Alors on n'a pas d'approbation formelle de l'immunothérapie dans cette situation, mais on sait qu'il y a un bénéfice par les études rétrospectives, les études prospectives. Donc là encore, même si c'est une minorité, même si on n'a pas de démonstration en phase 3 parce que c'est trop rare, c'est trop compliqué, on a une très bonne raison d'aller tester. Et puis d'autres altérations sont en cours d'identification. Probablement, les mutations du récepteur des androgènes vont venir nous aider dans pas très longtemps. Pour revenir sur la question de l'emploi des inhibiteurs de PARP en plus des ARPI chez les patients sans altération de BRCA, méfions-nous quand même des analyses telles qu'on les voit, ou alors regardez bien en détail les publications. Chez les patients all-comers, il n'y a pas de bénéfice en survie globale, c'est-à-dire lorsque vous retirez les patients BRCA de ces patients, donc on sait qu'ils n'ont pas d'altération avec les tests dont on dispose, bien sûr, qu'ils n'ont pas d'altération de BRCA, il n'y a pas de bénéfice en survie globale. Donc ce qui veut dire qu'il y a un bénéfice en survie sans progression, il y a, tu l'as dit très honnêtement Guilhem, une toxicité qui n'est pas négligeable, avec quand même 40% d'anémie de grade 3 ou 4 et donc de transfusion systématique, sans bénéfice en survie globale. Donc là, il faut quand même vraiment être prudent dans la balance bénéfice-risque. Et c'est vrai qu'il faut probablement en discuter avec le patient. Mais la question est de savoir quelles sont les meilleures options. Est-ce que c'est vraiment celle-ci pour un patient qui n'a pas d'altération de BRCA ou éventuellement de PALB2, de CHEK2, etc. Pour CHEK2, on pourra en débattre. C'est CDK12. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Et là, pour le coup, pour les patients qui ont une maladie essentiellement osseuse, les données de P3 sont quand même assez convaincantes. Oui, et puis je pense que quelque part, ces deux études, Propel et pour moi, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles ont créé deux groupes de personnes. Elles ont créé les aficionados, qui, comme en Allemagne, donnent la combinaison à tout le monde, et puis les gens qui n'y croient pas du tout. Et ce faisant, les premiers, ils surtraitent un nombre incroyable. Mais pour moi, le problème, c'est que les seconds, qui n'y croient pas, ils ne testent pas. Ce qu'on voit en Belgique, je peux vous le dire, on fait des PSMA lutetium, et puis ces patients, on fait des PSMA, puis on leur donne du PSMA lutetium, c'est très bien. Mais si la survie, elle est beaucoup plus grande encore pour les patients qui sont BRCA2. Et donc, quelque part, ces essais, ils ont induit des discussions là où il ne devait pas y en avoir, simplement sur l'espoir qu'on pourrait donner la combinaison sans traiter. Parce que c'est ce qu'on avait discuté à la PCC, il y a 3 situations. Il y a les patients agnostiques, on ne sait pas, je ne les ai pas testés. Il y a les patients qu'on a testés qui sont négatifs, et les patients qui sont positifs. Et il y a un magnifique rapport du FDA qui explique pourquoi ils ont dit non. Et en fait, quand vous lisez entre les lignes, il dit c'est ça. Le message de cette étude, c'est il faut tester. Je pense que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ça, c'est super important. Je pense qu'il faut tester même dès l'événement métastase. Ça, c'est vraiment important, d'essayer de tester le plus précocement possible, dans le sens où ce sont quand même des altérations qui sont conservées dans l'histoire naturelle de la maladie. On n'a pas forcément un enrichissement entre sensible et résistant à la castration, même pas entre localisé et métastatique. Donc, dès qu'on a un événement métastase, si on a la possibilité de tester, même si c'est une maladie qui est sur les biopsies liquides moins circulante que d'autres maladies, il faut essayer. Et sinon, évidemment, encourager nos urologues chez des métastatiques au diagnostic de faire vraiment des longueurs biopsies qui soient conséquentes aussi dans la prostate, de manière à ce qu'on puisse avoir assez de matériel. Je vois Yves Valory, je pense qu'il est content de savoir qu'il a assez de matériel pour screener son patient sur une biopsie sur du tissu, parce que la biopsie liquide, même s'il y a une bonne concordance, on n'a pas tout le temps et pas forcément non plus en sensible à la castration. Mais dès l'événement métastase, ça ne sert à rien d'attendre, en tout cas pour BRCA, un enrichissement plus tardif, et ça nous permet, avec les essais aussi amplitude qui arrivent, de peut-être l'implémenter rapidement dans nos stratégies thérapeutiques. Avez-vous des questions? Parce que nous, on parle pas mal, mais on a envie de vous écouter. Alice? Si on considère que le radium protège l'os,
est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le nombre de cycles, parce que la crainte, c'est la myélosuppression avec les 6 cycles et le fait qu'on ne puisse pas donner d'autres radioligands après, du fait d'une hématotoxicité? Donc, le fait qu'on ne puisse pas donner de radioligands, ça, on l'a étudié en détail. Il y a le registre RALU, donc, qui est un registre qui regarde les patients qui ont reçu du PSMA lutetium après le radium, et donc il n'y a pas d'excès de myélotoxicité. La question, elle est bien sûr importante. C'est la même chose. Le radium et le PSMA lutetium souffrent du même gros problème de développement, c'est qu'on a repris le même schéma que le BCG en 1973, on dit on va leur donner 6 cycles. Comme ça, on va voir ce que ça donne, puis on verra. Il n'y a eu aucune tentative de faire des essais adaptatifs ou quoi que ce soit. Donc la question est la même pour le lutécium. On ne sait pas combien de cycles il faut pour complètement démolir la niche osseuse. Et donc, il y a des centres en cours où on essaye de voir si on peut utiliser des traçages plus spécifiques, des IRM de corps entier ou des microscanners pour voir si on peut réduire le nombre de cycles de radium. Et c'est en effet une bonne question. Mais de nouveau, s'ils ont été développés, c'est 6 cycles. En général, quand vous dites « je voudrais voir si on peut faire plus », tout le monde est toujours d'accord. Si vous dites « tiens, on ne ferait pas moins », ça va être plus compliqué. Donc voilà, mais la question, elle est absolument relevante. On ne connaît pas la dose optimale de radium à donner pour avoir l'effet qu'on observe. Merci beaucoup, c'est plein de débats. On va continuer à avancer dans la thématique, notamment de la radiothérapie interventionnelle. Merci à tous les deux. Et c'est... Léa, tu vas nous parler de la place de la radiothérapie interne vectorisée chez les patients en situation précoce MCRPC ou non éligibles à la chimiothérapie. Bonjour, merci de m'avoir proposé de parler à cet événement. Je suis ravie. Donc moi, je suis médecin nucléaire, je travaille à l'hôpital Foch et j'apprécie énormément de pouvoir présenter ce que je fais au sein de la médecine nucléaire dans un groupe de travail aussi dynamique avec des gens dont j'apprécie les qualités autant professionnelles que humaines. Donc j'ai choisi, vu qu'on est dans une session controverse, de prendre un peu mon sujet à contre-pied et de commencer par ce que c'est que le MCRPC. Est-ce que vraiment on définit bien ce stade? Maintenant, à l'ère de l'imagerie métabolique, on sait qu'on voit des choses plus précocement. Finalement, les métastases qu'on voit aujourd'hui sur le bilan d'imagerie conventionnelle, le bilan par scanner et scintigraphie osseuse qu'on utilise pour l'évaluation des patients à ce stade, est-ce que finalement, avec l'arrivée de la TAP-PSMA et si elle devenait un standard d'évaluation, on ne verrait pas des métastases qui évoluent plus tôt et donc que le MCRPC serait un MHSPC un petit peu tardif. Donc là, je vous ai remis le continuum finalement de la maladie avec des stades qui commencent à se disperser avec des sous-stades qu'on peut appeler des stades métaboliques où on voit déjà des progressions métastatiques métaboliques là où l'imagerie morphologique ne le montre pas encore. Donc en gardant ça à l'esprit, je suis partie ensuite sur qu'est-ce que c'est que la radiothérapie interne vectorisée, puisque le principe est le même. Aujourd'hui, je vous parlerai principalement du lutécium PSMA, puisque le radium, on en a déjà discuté un petit peu après, et l'actinium, c'est plutôt dans les essais à venir. Donc on couple un ligand quel qu'il soit, du récepteur, ici le récepteur au PSMA, avec un radioisotope qui peut être du lutécium, de l'actinium, du radium, peu importe, ici on parlera du radium. Et l'idée, c'est d'aller détruire spécifiquement des cellules, c'est-à-dire sans passer par des tissus sains, comme on peut le faire en radiothérapie externe, ou sans aller être cytotoxique pour des cellules saines aussi, comme la chimiothérapie peut l'être. Et donc, c'est des traitements qui sont plus ciblés et qui, on le verra, pourraient être mieux tolérés. Ensuite, on parle donc de l'indication de la radiothérapie interne chez des patients métastatiques résistants à la castration ou non éligibles à la chimiothérapie. Donc je voulais redéfinir aussi, avant de discuter de tout ça, des patients qui sont non éligibles à la radiothérapie, puisque finalement les contre-indications absolues sont relativement limitées. Même si, encore une fois, chez des patients résistants à la castration métastatique du cancer de la prostate, on a souvent des patients âgés, donc comorbides, qui peuvent être altérés sur le plan de l'état général, mais ça reste souvent des contre-indications relatives. Il a été aussi montré dans l'essai Cabasti qu'avec des schémas thérapeutiques adaptés, finalement, la chimiothérapie pouvait quand même rester bien tolérée et efficace, même chez des patients âgés. Donc finalement, on se retrouve plutôt chez des patients pour qui le réel problème, c'est un problème de tolérance à un stade de la maladie plus ou moins tardif, où l'espérance de vie est quand même suffisamment longue pour qu'on se préoccupe de leur qualité de vie.
Donc rentrons un peu dans le vif de notre sujet. Actuellement, l'indication du lutécium PSMA, c'est au stade MCRPC en progression, après au moins une ligne de chimiothérapie et une ligne d'hormonothérapie de deuxième génération, chez des patients qui ont reçu une TEP PSMA qui montrent des lésions qui fixent sur la TEP PSMA. Alors ça, c'est l'indication du lutécium PSMA 617 qui est actuellement commercialisé. On a également la possibilité de faire du lutécium PSMA 1 ou INT, qui est un autre type de molécule qui pouvait jusque-là être utilisé en ATU compassionnel. Donc c'est un radiomarquage qui se fait dans les sites de médecine nucléaire et qui, dans ce contexte-là, pourrait être utilisé justement chez des patients qui ne sont pas éligibles au traitement par lutécium PSMA 617, qui lui est réservé aux patients qui ont déjà reçu une ligne de chimiothérapie. Malheureusement, en France en tout cas, ce n'est pas un traitement qui est très accessible, puisque ça entraîne certaines lourdeurs pour pouvoir faire du radiomarquage in situ. Et avec la commercialisation du lutécium PSMA 617, c'est quand même cette molécule-là qui est la plus utilisée au détriment du lutécium PSMA 1. Donc, qu'est-ce qu'il en est des études sur des stades plus précoces que l'indication actuelle dans laquelle ce médicament est commercialisé? Donc, on a 3 études principales, PSMA Force, Splash et Eclipse, pour lesquelles on a des résultats intermédiaires ou définitifs. Donc, celle qui est la plus mature, c'est PSMA Fort, qui a comparé donc, le lutécium PSMA 617 contre un changement d'ARPI sur un schéma classique, donc comme on l'a dit, 6 cycles de 7,4 gigabecquerel. Et donc ça montrait un gain en PFS, de même que l'étude Splash, avec, voilà, dans ces 2 cas, un gain en BSF, pas de gain en termes d'OS pour le moment sur des études qui sont relativement peu matures, mais une bonne tolérance avec, dans tous les cas, à peu près 30% d'effets secondaires de grade supérieur à 3, toujours la xérostomie qu'on retrouve un petit peu plus dans la population PSMA fort que Splash. À noter que dans ces 2 études, le ligand n'était pas le même, ce qui peut justement montrer ces différences en termes de tolérance, et puis une fatigue qui est aussi un effet secondaire de ces traitements. En termes de dosimétrie, on notait que dans l'étude Splash, on avait des doses délivrées au rein qui étaient plus importantes que l'étude PSMA fort. Là encore, on voit des variations minimes de la tolérance et de la dosimétrie en fonction des ligands qui sont utilisés pour ces radioisotopes. Le problème de tous ces essais que je viens de vous présenter, c'est quand même que le bras comparatif, c'est un changement d'ARPI, ce qui, comme vous le savez mieux que moi, n'est pas forcément le standard thérapeutique après une première ligne d'ARPI, sauf chez des patients chez qui justement la chimiothérapie n'est pas tout à fait envisageable, ou des patients qui ont des maladies moins graves et chez qui on aimerait bien temporiser avant d'avoir une ligne de chimiothérapie. Donc ça reste quand même des études qui sont pertinentes, mais cette étude qui est à venir, qui est une étude canadienne, me semble particulièrement intéressante aussi, l'étude Pludo, donc qui étudie encore une fois des patients MCRPC avec une maladie TEP positive, mais cette fois-ci le bras comparatif c'est le docétaxel. Donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de données pour se dire que le traitement par lutécium PSMA pourrait être utilisé avant docétaxel de façon sécure et bien tolérée. Donc on attend avec impatience les résultats de cette étude pour pouvoir déterminer justement la juste place du lutécium PSMA dans la séquence thérapeutique de ces patients. Mais encore une fois, on est dans une population hétérogène avec des maladies plus ou moins agressives. Donc toutes ces études restent pertinentes. Qu'est-ce qu'il en est des données de qualité de vie? Donc, je voulais revenir sur quand même les données de qualité de vie de PSMA fort, même si ce n'est pas une étude designée pour étudier la qualité de vie, ça reste des critères d'études secondaires, mais c'est quand même intéressant à mon sens, puisqu'on est encore chez des patients qui ont une espérance de vie relativement longue et qui pourraient justement bénéficier de traitements pour leur éviter d'altérer la qualité de vie. Donc ce qu'on voit, c'est que le lutécium PSMA préserve la qualité de vie, ralentit l'altération de l'état général, et qu'au niveau de la douleur, c'est pareil, on voit qu'il y a un intérêt en termes de douleur pour le lutécium PSMA, avec une augmentation du délai avant l'aggravation de l'intensité des douleurs, avant l'impact de la douleur sur les activités physiques et avant l'apparition de douleurs liées aux métastases. Donc au niveau de tous les critères secondaires, on était sur des données qui étaient quand même très encourageantes au profit du lutécium PSMA. Donc finalement, l'ARIF par lutécium PSMA 617, elle est montrée comme efficace au stade MCRPC après chimio. On a des données, notamment en PFS, qui sont intéressantes au niveau
en remontant les lignes, et on voit qu'il y a une toxicité qui est quand même inférieure à la chimiothérapie, avec une qualité de vie du fait de la moindre toxicité, mais aussi du fait du schéma thérapeutique, puisque c'est une cure toutes les 6 semaines, qui est également très en faveur du lutetium PSMA. Donc pourquoi ne pas l'utiliser plus tôt? Et donc là, c'est des choses qu'il va falloir qu'on continue, avec énormément d'essais cliniques qui sont en cours, à des stades même plus précoces que le stade MCRPC. Et donc je voulais juste revenir sur 2 études qui me semblent intéressantes, mais qui sont au MHSPC. Mais comme je vous l'ai dit avant de commencer, qu'est-ce que le MHSPC, qu'est-ce que le MCRPC à l'ère du TEP-PSMA? Peut-être que finalement la limite entre les deux est ténue, et donc que ces résultats peuvent également nous intéresser dans l'avenir. Donc PSM Addition, dont on a eu la communication de l'analyse intermédiaire en mai, et qui montre donc une analyse en termes de survie globale sans progression radiologique qui est positive, donc avec, je vous rappelle, une étude qui étudiait le lutetium PSMA versus le standard of care chez des patients MHSPC. Et enfin, l'étude P6 Responder, je pense que vous la connaissez également, qui est en cours et qui justement s'intéresse chez des patients qui ont quand même un profil particulier, puisqu'ils ont été intensifiés, puisqu'ils étaient d'emblée métastatiques, et malgré ce traitement intensif initial, ils gardent un PSA supérieur à 0,2, et donc on se dit qu'on pourrait rajouter le lutetium PSMA à ce moment-là de leur maladie afin d'améliorer leur réponse et leur pronostic. Et donc on attend également les résultats avec impatience. Je vous remercie. Merci beaucoup Léa. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Bertrand? C'est la question du dosage adaptatif, parce que donc, maintenant l'IME a produit des nouvelles règles de développement des radioligands, justement en mettant en garde contre le fait de traiter des gens sensibles visibles. C'est un peu la même question que le radium. En fait, on ne sait pas très bien, on voit le lutetium chez ces patients-là. Et c'est quoi vos pratiques en France? Si vous avez, je sais pas moi, un gars de 75 ans avec un cancer résistant à la castration qui a reçu de Cetaxel, d'abord, est-ce que vous faites des PSMA intermédiaires? 2, est-ce que, je ne sais pas moi, après 4 cycles, le gars est en réponse complète, son PSA s'est écrasé, ce qui n'est pas rare. Son PSA s'est écrasé, il n'y a quasi plus de traces ou il reste des traces. Est-ce que vous gardez les 2 cycles pour plus tard? Vous donnez d'office les 6 cycles? Pour info, en Belgique, on est obligé de le faire. Donc après 4, en tout cas, on doit réévaluer. Parce que je pense que, de nouveau, sans critique aucune, ça a été développé par des oncologues médicaux comme c'était une chimio. Et quand on voit maintenant les nouveaux guidelines de développement de l'IME, waouh, ça va arrêter des centaines d'études, puisqu'ils disent qu'il faut d'abord mesurer, faire une mesure de la cible avant de traiter. Donc qu'est-ce que vous pensez en France? Vous faites quoi maintenant avec ça? Alors, en France, on a des pratiques extrêmement hétérogènes, avec une attitude qui est quand même plutôt maximaliste actuellement, où en effet on fait beaucoup d'imagerie, que ce soit en sélection et en suivi par TEP-PSMA ou par imagerie conventionnelle, voire scintigraphie systématique. L'idée, c'est en effet de voir ce qu'on traiter ce qu'on voit. C'est pas si simple que ça finalement. On s'aperçoit que ce qu'on voit, c'est des récepteurs sur des cellules. Ne plus voir le récepteur, ça ne veut pas dire qu'on a tué la cellule. Et donc peut-être qu'on est quand même dans des attitudes compliquées qu'on pourrait simplifier petit à petit. Donc on est en cours de discussion pour essayer de faire des guidelines pour homogénéiser les pratiques, mais actuellement c'est un peu chaque centre fait ce qu'il a à disposition et ce qui lui semble être le plus adapté. De mon point de vue, c'est vrai que la TEP-PSMA est un outil intéressant pour voir ce qu'on traite. Après, à un stade aussi avancé de la maladie, on sait que moins de 10% vont être récusés sur la TEP-PSMA baseline, par exemple. Est-ce que réellement ça sert d'aller multiplier les TEP-PSMA chez ces patients-là? Je ne suis pas sûre. Et quant à l'arrêt précoce du traitement, en effet, chez un patient qui pourrait avoir une fenêtre thérapeutique libre de tout traitement parce qu'on a réussi à le mettre en réponse complète, ça me semble adapté de se dire qu'on peut faire une pause thérapeutique dans le schéma, le laisser respirer et reprendre le traitement à distance. Maintenant, voilà, on manque quand même de data. Ça repose surtout sur de l'expérience clinique et actuellement, je pense qu'on manque un petit peu de recul pour pouvoir vraiment donner des recommandations là-dessus. Merci beaucoup. Camilo, je crois, une question tout à fait au fond, à gauche pour moi. Bonjour, je suis Camilo Garcia, je suis spécialiste en médecine nucléaire.
Gustave Roussy, mais d'origine belge. Donc bonjour professeur Tombal. En France, pendant l'ATU, on avait une obligation d'évaluer les patients tous les 2 cycles de traitement et beaucoup de fois, ces patients étaient évalués avec du PET-PSMA intermédiaire. Et effectivement, il y a certains patients qui sont en réponse complète, mais ce n'est pas fréquent, c'est rare. C'est rarissime même, c'est 1 ou 2% des patients qui sont en réponse complète après 4 cycles. Et il n'y en a pas de recommandation de qu'est-ce qu'il faut faire avec ces patients dans la littérature. Nous, personnellement, on arrête, comme Léa, les traitements et on attend éventuellement la progression. Mais l'autre chose que j'aimerais dire, les redispositions de l'EMEA par rapport aux tests, c'est-à-dire à des études cliniques, de comment faire les études cliniques avec des radioligands, ne sont pas toujours des mêmes applications dans la clinique quotidienne. Et on a beaucoup des fois des pressions de nos collègues oncologues pour continuer à traiter les patients malgré une progression due à un bénéfice clinique. Beaucoup de patients sont en dernière ligne de traitement et qu'améliorer la qualité de vie chez ces vieux patients est quelque chose d'extrêmement important comme le docteur Turpin a démontré. Merci. Merci, Johan. Merci. Est-ce que dans ce contexte, la dosimétrie permettrait d'ajuster le nombre de cycles nécessaires pour chaque patient? Alors c'est une vaste question. Avec les physiciens hier, on s'est beaucoup questionné sur ce sujet, puisque la dosimétrie, bien sûr, on essaye d'en faire, mais on ne sait pas trop comment faire, en fait, pour être tout à fait honnête actuellement. On n'est pas du tout sur les mêmes définitions que les radiothérapeutes, puisque un gré de radiothérapie, un gré de rive, c'est pas du tout la même chose, puisque le débit de dose est fluctuant en fonction du temps et on a du mal un petit peu à quantifier la dose délivrée à la tumeur. C'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est des choses qu'on essaye de standardiser. Et c'est également l'intérêt du travail collaboratif avec les radiothérapeutes pour justement essayer d'harmoniser un peu toutes les pratiques de dosimétrie et permettre alors à la fois de pouvoir faire des adaptations de doses pour la radiothérapie interne vectorisée, mais aussi des associations thérapeutiques avec éventuellement de la radiothérapie externe. Donc ça, c'est un gros travail sur lequel on est, mais qui est extrêmement complexe et qui est loin d'être abouti actuellement. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on avance. Le cancer de la prostate métastatique est vraiment devenu une maladie chronique. Les patients, y compris les patients de novo, vivent probablement à l'heure actuelle 7 ans, 8 ans en médiane. Et du coup, on voit désormais des situations de progression oligométastatique résistantes à la castration. Se pose la question de l'emploi d'un traitement local. David Pasquier et Ronan Flippo mènent à l'heure actuelle un essai au sein du GETU qui l'évalue. Ronan, à toi la parole. Merci et bonjour à tous. Donc moi je suis Ronan Flippo, je suis oncologue médical à Gustave Roussy. L'entité résistant à la castration et oligométastatique, elle est assez singulière parce que bon, c'est l'impression que c'est un petit peu facile, mais ce qui est facile, c'est de parler d'entités nosologiques qui sont extrêmement bien définies ou alors de résultats d'études qui permettent d'avoir clairement une attitude thérapeutique dans une situation clinique donnée. Et là, on est un petit peu au milieu du gué parce que les cohortes sont très hétérogènes en ce qui concerne les définitions des oligométastases. Et vous le savez, les résultats d'études arrivent au fur et à mesure, mais là encore, avec des études un petit peu disparates en termes de design. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu une synthèse et de voir un petit peu vers quoi on se dirige dans cette situation-là. Alors d'abord, la raison pour laquelle les entités ne sont pas forcément très bien définies, c'est vrai que c'est que les attitudes diagnostiques ont un petit peu évolué. Donc là, je vous mets une vignette clinique tout simplement pour vous dire qu'en fait, déjà, il y a quelques années, l'oligométastase en imagerie fonctionnelle n'existait pas beaucoup en France, peut-être un peu plus en Belgique, parce qu'on a eu un petit peu de retard, il faut le dire, mais à l'époque, effectivement, on avait ces situations de cancer de la prostate qui avaient d'abord une rechute biochimique que l'on traitait par hormonothérapie d'abord simple, et puis une évolution vers une résistance à la castration et sans nécessairement de métastase en imagerie conventionnelle. On connaît bien, on va avoir une belle session tout à l'heure sur les oligométastases, que les performances en termes de sensibilité des imageries conventionnelles sont très faibles, a fortiori pour des taux de PSA très bas. Donc c'est vrai que sur ces patients-là, effectivement, il y a quelques années, aujourd'hui, effectivement, on a envie de faire un PET scan, on verra les performances après avec nos collègues nucléaristes, mais c'est vrai que voilà, on se posait la question, comment est-ce qu'on les traite et est-ce qu'on est devant des maladies agressives?
Donc à l'époque, l'imagerie, on ne savait pas trop, et surtout, en fait, on a essayé de définir des populations quand même qui étaient plus agressives, qui répondraient réellement à une maladie potentiellement déjà plurisystémique, même si on ne la détectait pas visuellement. Donc ça, c'est des travaux qui datent maintenant d'il y a plus de 10 ans, mais vous savez très bien, c'était d'abord définir les maladies agressives systémiquement, notamment via le temps de doublement du PSA, où on sait qu'un cutoff à peu près de 10 est quand même associé à un net risque de progression en situation de résistance à la castration, à l'époque où les patients étaient traités par hormonothérapie seule. Ce qui nous amenait effectivement à considérer ces maladies comme des maladies systémiques qui bénéficiaient du coup d'une intensification des traitements systémiques avec l'adjonction justement de ces hormonothérapies de seconde génération. Vous connaissez tous ces études, un petit peu copier-coller de ces hormonothérapies de seconde génération avec des bénéfices très clairs en survie sans progression que vous voyez là, avec les différents ARPI, mais également un bénéfice en survie globale avec des hazard ratios relativement cohérents à travers les études d'environ 0,7. Donc vraiment une amélioration du pronostic sur des maladies, malgré tout, systémiques et agressives. Systémiques et agressives, on l'a maintenant de plus en plus vu, puisque maintenant on les voit grâce à l'imagerie métabolique avec ces évolutions de stade. Ce papier-là, là aussi, vous le connaissez, il date de maintenant quasiment 10 ans. On avait 200 patients qui rentraient, les papiers de Fendler, 200 patients qui rentraient dans les critères de Spartan, Prosper et Aramis, qui étaient les études que vous voyez avant. Et là, effectivement, on détecte de la maladie. On détecte de la maladie un petit peu diffuse pour la plupart des patients. 55% sont métastatiques. Le reste, c'est de la récurrence locale ou pelvienne. Donc on aboutissait à des situations cliniques comme celle-là. On donnait une hormonothérapie de seconde génération. Et bien, on arrivait à un stade à nouveau de progression sous hormonothérapie de seconde génération. Donc typiquement, cette vignette-là, on a vu ce patient évoluer dans le temps et puis il a eu justement une progression qu'on a détectée, oligométastatique. À l'époque, c'était de la choline. On parlera encore une fois de la performance, mais le raisonnement est le même, de métastases osseuses et une progression locale. Et là, forcément, on se pose la question de si ça a du sens de traiter ces oligométastases. On traite la maladie systémique. L'étape d'après, sur le plan systémique, c'est bien évidemment souvent la chimiothérapie, mais est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux? Est-ce que le traitement focal ne peut pas préserver la qualité de vie et améliorer bien sûr les paramètres importants que sont la survie sans progression et la survie notamment globale? Les radiothérapeutes savent bien que leur technique marche depuis longtemps, en particulier les techniques stéréotaxiques, donc ça c'est pas un secret. Il y a quand même des cohortes qui permettent vraiment de le valider, même si grosso modo on le sait. Je ne sais pas si vous voyez absolument très bien toutes les courbes. Donc, je vais vous les expliquer. Ça, c'est une cohorte monobras, c'est très simple. On regarde combien de temps on gagne en faisant une stéréotaxie, donc des lésions en imagerie métabolique. Et aujourd'hui, sur ce type d'études, on voit que, il y a quasiment 10 mois de gagné sans modifier le traitement systémique. Sur ces courbes, je pense que vous ne voyez pas très bien. Il y a deux courbes de Kaplan-Meier sur chacune d'entre elles. Il y a les courbes noires qui sont les courbes de patients traités par stéréotaxie sur les oligométastases. Et il y a une courbe que vous ne voyez pas, qui est une courbe blanche, qui est un petit peu en dessous. Oui. Un gris clair. Et donc, cette courbe gris clair, c'est une cohorte témoin de patients. Attention, c'est du rétrospectif, mais c'est une cohorte témoin de patients chez qui on n'a pas fait de stéréotaxie des oligométastases, mais on a juste changé le traitement systémique. Et en fait, pour ces patients-là, finalement, on ne gagnait pas plus par rapport au traitement des oligométastases. C'est du rétrospectif, ok, mais ça veut aussi dire que le traitement focal peut avoir un impact systémique et un impact sur des critères de jugement qui sont importants pour le patient. L'échec de progression sur le PSA, qui est un critère psychologique important souvent pour le médecin et le patient, mais surtout aussi sur le changement de traitement. Donc ça, c'est vraiment important. Bien sûr, forcément, plus la maladie était agressive en grade, plus il y avait un risque d'absence de bénéfice, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est relativement logique et plutôt pronostique et non pas prédictif. Alors, oui, traiter des lésions oligométastatiques, oligoprogressives en résistance à la castration, donc réponse oui. Réponse oui, toujours avec cette idée en tête qu'on est quand même face à une maladie systémique, la plupart du temps. Là encore, quelques analyses, sur des petits groupes de tumeurs, bien souvent encore rétrospectives, mais qui nous montrent, comme ici, que forcément, une oligoprogression dans le bassin, c'est-à-dire loco-régional,
lorsqu'elle est traitée par stéréotaxie, ça fait mieux qu'un traitement par stéréotaxie dans le cadre d'une oligoprogression disséminée. Donc là encore, avec cette idée qu'on a des entités qui doivent encore être considérées en fonction de leur agressivité et de l'étendue de leur dissémination. Et le loco-régional est probablement pas tout à fait la même chose que le systémique. Bon, tout ça, je vous ai montré des études franchement de faible puissance, mais c'était pour qu'on puisse un petit peu raisonner. Et effectivement, je pense que ce qui a été le plus intéressant ces dernières années, c'est vraiment des données randomisées, de bonne qualité, sur une population relativement contemporaine. Donc, je vous présente rapidement l'étude Arto qui a été publiée dans le JCO il y a maintenant donc 2 ans, où on s'intéressait à des patients qui étaient résistants à la castration oligométastatique. Donc, le temps de faire cette étude, la plupart de ces patients n'étaient pas traités par hormonothérapie de seconde génération ou par ARPI selon le terme consacré. Et la randomisation, c'était l'abiraterone versus abiraterone plus stéréotaxie des oligométastases. L'avantage de cette étude, c'est qu'on a 157 patients, une vraie randomisation 1 pour 1 et enfin des données prospectives de qualité avec une population de patients malgré tout qui restait agressive. Vous voyez 80% donc d'ISUP 4 ou 5 et puis 70% avec des lésions qui étaient métastatiques multiples. C'était une étude qui mêlait des techniques de détection un petit peu hétérogènes et qui était un petit peu au milieu du gué, puisque la plupart des patients avaient notamment du TEP à la choline. Le résultat, il est assez clair, c'est qu'on a un net bénéfice en survie sans progression avec l'ajout de la stéréotaxie. Donc c'est des choses que, certes, on pressentait et on voyait dans les petites études, a fortiori des données rétrospectives qui étaient encourageantes, mais là, aujourd'hui, on a vraiment de quoi dire que ça peut aider un certain nombre de malades. Ils ont fait un peu de multivarié, ce qui peut être discutable dans une étude prospective randomisée, mais ce qui était quand même intéressant, c'est de voir que finalement, le nombre de métastases n'impactait pas de manière extrêmement forte le bénéfice de la stéréotaxie. Et finalement, dans cette étude, encore une fois de phase 2, le type de PET n'impactait pas non plus durablement le bénéfice de la stéréotaxie. Donc ça, c'est quand même un point important. Ça veut dire qu'on peut considérer, grosso modo, que si on a quelques disparités en termes d'évaluation, eh bien, on peut malgré tout être amené à avoir une attitude assez maximaliste chez ces patients. À l'ASCO GU de cette année, une méta-analyse. Alors les méta-analyses, ça vaut ce que ça vaut, mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est intra-patient, donc on va revenir aux données individuelles des malades, et ce qui a permis de grouper un certain nombre d'études qui étaient justement de phase 2 où on aurait pu critiquer la méthodologie pour des raisons de puissance et pour des raisons d'hétérogénéité. Alors forcément, tout a été un petit peu pris, alors ça fait du nombre, mais vous voyez qu'il y a du CRPC, il y a du CSPC, c'est mon premier petit encadré bleu. Et puis vous voyez aussi qu'il y a du conventionnel aussi pour une grande partie des malades. Donc on prend ça avec des pincettes. Moi, ce qui m'intéresse ici dans la discussion, c'est le contexte de résistance à la castration. Et aujourd'hui, en fait, on avait vraiment l'impression, y compris dans cette étude, que, on avait un bénéfice qui était conservé en termes de sensibilité ou de résistance à la castration. Donc ça confirme aussi le fait qu'un setting avancé peut quand même bénéficier d'un traitement par stéréotaxie. Vous voyez potentiellement que l'imagerie peut avoir une importance avec une tendance à un hazard ratio plus important pour les patients qui sont diagnostiqués au PSMA, mais c'était un faible nombre de patients, et donc aujourd'hui ça mérite clairement confirmation. Il y a plein d'études de phase 2 qui sont en cours, en voie de publication ou en fin de recrutement. Vous voyez, je ne vais pas vous les détailler toutes, elles ont des critères de jugement qui sont assez disparates. Elles ont des modes de détection qui sont relativement disparates également et leur évaluation, certaines font de l'intermittent, certaines font du continu. Il y en a beaucoup qui ont une réponse PSA comme critère de jugement principal et donc qui vont être très intéressantes mais qui vont derrière manquer un peu de puissance pour justement arriver à une conclusion définitive. Ce qui m'amène au design de P-Suite, on en a parlé. P-Suite, c'est ce programme donc, du GTUC qui nous permet de tenter de répondre à la question de manière assez robuste. C'est une étude 1 de phase 3 en termes de nombre. 2, on va se baser uniquement sur l'imagerie métabolique et le timing de cette étude fait qu'on attend une quasi-exclusivité des évaluations par PSMA dans ce setting. Et dans quelques semaines, on va pouvoir
également inclure des patients pré-traités par ARPI, c'est-à-dire avec un setting de traitement contemporain. Et donc, on va pouvoir réellement poser la question de l'efficacité de cette approche dans un régime contemporain avec des méthodes d'évaluation contemporaine. C'est mon avant-dernière slide, hein, c'est de se dire maintenant derrière, effectivement, on a des critères où on a une maladie qui est avancée mais pas trop et on va potentiellement apporter un bénéfice. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre la survie globale? Parce que c'est toujours le problème, c'est qu'on améliore le pronostic des patients. Mais on a toujours du mal à trouver des surrogates et on a les réponses qui sont un petit peu 10 ans plus tard. Alors ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sait que dans des situations peu avancées qui avaient été décrites en M0-CRPC, notamment la MFS, était un bon critère surrogate de la survie globale, MFS en conventionnel. Et donc c'est vrai que c'est un critère qui est assez robuste et c'est aussi celui qu'on a choisi, c'est la progression en imagerie conventionnelle pour P8, parce que c'est ça qui fait sens d'un point de vue clinique pour les patients, c'est d'avoir des lésions qui soient volumineuses et qui nécessitent un changement de traitement. Forcément, de se dire qu'on va être plus sensible en suivant les patients par des imageries métaboliques, c'est fort probable, mais qu'est-ce qu'on a à leur proposer en plus derrière? C'est un petit peu la question, quel bénéfice clinique ça va leur apporter? Et c'est une question qui n'est pas résolue aujourd'hui. Ce que je veux vous dire sur le cancer de la prostate, en imagerie fonctionnelle, oligométastatique résistant à la castration, c'est qu'effectivement, on peut traiter les oligométastases, il y en a de plus en plus de preuves qu'il faut probablement le faire. On n'en a pas la preuve formelle, on n'a pas la preuve formelle également d'un bénéfice sur des critères très robustes, donc clairement l'inclusion dans P8 vont nous permettre vraiment d'avancer sur la question. Ça nous permet de définir le traitement des oligométastases, et là encore, je l'ai dit 10 fois, mais ça reste une maladie systémique, donc ça n'obère pas la question du traitement systémique, et a fortiori sur des critères que l'on a d'ores et déjà identifiés en M0, comme le temps du doublement du PSA, et puis bien sûr des critères simples d'agressivité de la maladie et de grade. Les critères de suivi, on vient d'en parler. Il faudra les standardiser. Je pense que les pratiques vont encore évoluer d'année en année parce que c'est la nature d'aller vers des choses plus performantes, mais il faudra bien peser la pertinence clinique pour les patients et les perspectives derrière thérapeutiques. Et puis, bien sûr, on s'est projeté sur beaucoup dans ce que je vous ai dit sur la question de traiter des oligométastases en plus du traitement systémique. Et forcément, il y a tout un tas de questions sur lesquelles je n'ai pas la réponse, mais qui vont s'ouvrir. C'est est-ce qu'à un moment donné, dans certaines situation définie, on va pouvoir discuter également de la désescalade du traitement systémique. Certes, on n'a aujourd'hui pas forcément envie de le faire dans ces situations de résistance à la castration qui sont des maladies graves, mais il faut vraiment se poser la question chez des malades avec une charge systémique faible. Et là encore, il va falloir qu'on fasse des progrès pour détecter de la maladie circulante, notamment via des nouvelles technologies, pour vraiment savoir qui il faut intensifier et chez qui il faut un petit peu prendre du recul et où le traitement focal va nous permettre de faire un pas de côté et potentiellement également d'améliorer la qualité de vie en plus de la survie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Ronan. Rejoins-nous, on va mettre en perspective ton propos avec l'avenir. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que dans le cancer de la prostate, nous aurons encore un peu plus de médecine personnalisée? Et Alice va nous présenter les nouveaux traitements à venir au stade de cette maladie. Merci d'abord au GETUC pour cette invitation transatlantique et puis surtout, comme tu l'as dit, Carole, sur cette perspective optimiste avec les essais cliniques qui vont probablement, on l'espère, changer les pratiques. Mes conflits d'intérêts. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut se rappeler que le cancer de prostate résistant à la castration est une maladie hétérogène, tant sur le plan moléculaire, avec l'apparition, l'émergence d'altérations moléculaires sous la pression de sélection des traitements, et en particulier l'hormonothérapie, tant sur le plan phénotypique, avec la modulation de protéines de surface, tout ça régulé par le programme transcriptionnel et des facteurs épigénétiques. Donc, tout d'abord, les altérations moléculaires. Et sous la pression de l'hormonothérapie, il y a l'émergence d'altérations du récepteur aux androgènes, dont les mutations du récepteur aux androgènes. Ça est dans 15 à 25% des stades MCRPC. C'est connu depuis longtemps et puis ça a un regain d'intérêt. Pourquoi? Parce que la mutation va permettre d'autres stéroïdes de se fixer et d'activer le récepteur aux androgènes. Et ça tombe bien, puisqu'on a un inhibiteur maintenant de la production des androgènes surrénaliens et de tous les autres stéroïdes surrénaliens. C'est l'inhibiteur du CYP11A1 en amont du CYP17 qui va inhiber toute la production des stéroïdes à partir du cholestérol.
Dans la phase d'extension de l'OP-Vésostat, chez les patients présentant une mutation du récepteur aux androgènes, eh bien, plus de 50% des patients avaient une réponse du PSA à plus de 50%. On a donc 2 phases 3 en cours, OMA-A3, post-docétaxel, et OMA-A4, pré-docétaxel, qui testent l'OP-Vésostat plus la supplémentation minéralocorticoïde et fluidocorticoïde contre un switch ARPI. Et comme je vous l'ai encadré en rouge, on ne sélectionne pas sur les mutations du récepteur aux androgènes. En fait, il y a une sélection qui se fait dans le cadre du screening et les analyses se font sur 2 corps différents. Les analyses de survie seront sur les AR mutés et les AR non mutés, qui permettra de renseigner à la fois sur des biomarqueurs. Mais au-delà de la production des androgènes surrénaliens et de tous ces stéroïdes, on peut aussi dégrader le récepteur aux androgènes. Je vous ai mis 2 dégradeurs du récepteur aux androgènes, l'ARV 766, où, comme vous pouvez le voir, chez les AR mutés, le taux d'efficacité en termes de PSA est de l'ordre de 43% et assez proche de l'OPI. Et de l'autre côté, le BMS 98-63-65, avec un PSA 50 aussi à 55% chez les AR mutés. Mais ce qui est intéressant, c'est également qu'on peut obtenir de l'efficacité chez les AR non mutés, et tout notre travail va être aussi d'explorer ces biomarqueurs, avec donc une nouvelle phase 3, recharge, qui vient d'ouvrir, proposant chez les MCRPC pré-traités par ARPI, le BMS 98-63-65 versus l'investigateur choice, qui peut être la chimiothérapie ou le switch ARPI. Et donc ça, c'était pour les altérations moléculaires et le récepteur aux androgènes. Maintenant, il y a toute l'autre partie qui est les modifications des récepteurs de surface, des protéines de surface, et tout ça, c'est régulé par EZH2, qui est un facteur de transcription majeur. Grosso modo, qu'est-ce que fait EZH2 ? EZH2 va induire le programme transcriptionnel vers le neuroendocrine, transformation vers le neuroendocrine. Et ce qu'on sait aussi, c'est que sur les adénocarcinomes, EZH2 va induire le cycle cellulaire. Donc ça fait sens d'inhiber EZH2 pour inhiber la transformation neuroendocrine et avoir un effet cytotoxique. Sur la phase d'extension du mevrométostat associé à l'enzalutamide, chez les patients qui étaient MCRTC pré-traités par abiraterone, eh bien, comme vous pouvez voir, on double la survie sans progression, on prolonge leur monosensibilité avec l'enzalutamide. On a donc 3 phases 3 en cours, ou qui vont ouvrir. MEVPRO-1 qui confirme cette phase d'extension avec les patients pré-traités par ABI, MEVRO plus ANZA versus ANZA. Et puis MEVPRO-2 qui est donc, est-ce que chez les patients naïfs d'enzalutamide en MCRPC, eh bien, ou d'abiraterone, la combinaison va faire mieux. Est-ce qu'on continue à prolonger leur monosensibilité ? Et puis, en phase 3, également en hormonosensible, la combinaison pour prolonger le plus longtemps possible nos patients au stade hormonosensible. Il y a aussi d'autres ZH2 et PRC2 inhibiteurs qui sont sur des phases beaucoup plus précoces et donc je ne vais pas détailler. Et donc, la résultante de cette modification épigénétique, c'est aussi la modification, la modulation des protéines de surface. On connaît bien PSMA, mais il y en a à plein d'autres. Et on a enfin, au stade MCRPC, l'accès à toute l'innovation thérapeutique, que ce soit sur les bispécifiques et sur les ADC. Alors sur les bispécifiques, les T-cell engagers, on a le TIP1 qui a fait grand bruit lors de la publication des résultats de phase 1, avec un taux de réponse PSA de l'ordre de 50% chez l'ensemble des patients qui étaient des patients largement pré-traités avec des métastases viscérales, donc une maladie très agressive, et des durées moyennes de réponse qui étaient de l'ordre de 9 mois. Alors cette efficacité, elle va au prix d'une toxicité, avec des CRS, des syndromes de relargage cytokinique, qui nécessitent une expertise dans sa gestion et une hospitalisation, et puis une toxicité musculo-squelettique qui était probablement beaucoup plus importante puisque les investigateurs ne connaissaient pas encore la gestion de cette toxicité et il s'avère qu'il faut surtout introduire les corticoïdes précocement. Et c'est grâce à la phase 3 qu'on va continuer aussi dans notre expertise et management de cette toxicité avec les 7 phases 3 qui viennent d'ouvrir, Xalut, les patients pré-traités par ARPI et une taxine qui sont randomisés, Xalu versus Caba ou Switch ARPI. Dans la même veine, on a KLK2. Donc, autant ce type 1, c'est un marqueur d'agressivité au stade CRPC, c'est vraiment
probablement un marqueur, oui, comme je vous l'ai dit, d'agressivité, autant qu'ALK2, c'est directement régulé par le récepteur aux androgènes. Peut-être pas exactement la même population. Le taux de réponse, comme vous pouvez le voir, est de 36%, ça a été présenté à l'ASCO cette année. La durée médiane de réponse est de 8,9 mois versus 9 mois dans ce type 1, donc probablement le même mécanisme d'action pour les patients qui répondent. Et le bénéfice surtout de cette drogue, c'est le profil de toxicité, avec quasiment pas de CRS sur la cohorte IV et très peu de toxicité reliée au traitement. Je n'ai pas encore de schéma à vous proposer, mais de phase 3 vont bientôt ouvrir chez les patients qui ont épuisé les lignes standards, chez les patients naïfs de docétaxel et probablement en MHSPC. C'était pour les T-cell engagers. Et puis on a enfin, dans la prostate, un ADC, il était temps, avec le B7H3. B7H3, c'est là aussi un marqueur d'agressivité, et je reste sur le côté adénocarcinome et non neuroendocrine. Dans la phase 1 d'extension, eh bien, les patients atteints d'un MCRPC présentés chez c'était des malades avec une maladie évaluable, 33% de réponse partielle, et comme vous pouvez voir, la moitié d'entre eux avaient des métastases hépatiques baseline. On a une phase 2 randomisée qui teste chez les patients naïfs de docétaxel au stade MCRPC, le B7H3, l'ifinatamab deruxtecan versus docétaxel, et donc on aura peut-être une phase 2 qui pourrait détrôner le docétaxel. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler du neuroendocrine, mais je ne peux pas vous présenter de phase 3. Il n'y a pas de phase 3 et c'est très difficile d'en designer. Donc je ne peux couvrir en disant qu'il faut qu'aussi les investigateurs académiques s'investissent pour proposer ces essais aux industriels, avec les T-cell engagers ciblant DLL3, comme dans le cancer du poumon, et puis des ADC qui sont en cours de développement, comme 446, CES6 ou CEACAM5, qui sont des marqueurs présents sur les tumeurs neuroendocrines. Soit, on a un avenir assez radieux aux MCRPC si toutes ces phases 3 sont positives. Et donc la question, ça va être comment on va naviguer avec toutes ces drogues qui, comme vous l'avez vu, sont à peu près au même setting. Pré-docétaxel, post-docétaxel, tous traités par ARPI. Comment on va faire pour sélectionner? Alors, il existe déjà des essais académiques qui proposent justement de réfléchir à des stratégies thérapeutiques selon les biomarqueurs. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont principalement sur Probio, qui est un essai sur 3 pays européens, eh bien, ce sont du ctDNA, c'est classique, consensuel, et les drogues proposées, c'est du carbo ou un PARP ou simplement un ARPI. Il y a l'essai américain PREDICT qui va proposer un RNA-seq et donc une analyse des marqueurs de surface, mais là aussi, pour l'instant, c'est EZH2 et carboplatine. Et donc, j'espère vous avoir convaincu qu'en plus d'avoir un avenir radieux, il faut qu'on réfléchisse d'emblée, dès maintenant, à l'instar de PIS6 sur des biomarqueurs, à un essai académique intelligent pour proposer le meilleur biomarqueur pour chaque patient et sélectionner les traitements pour nos patients. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Avez-vous des questions pour Alice ou pour Ronan? Moi, j'en ai une pour Ronan. Pour le coup, pour l'oligoprogression au stade MRCRPC, on prend juste sur l'imagerie métabolique à un instant T. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter un autre critère comme le temps de doublement, comme on le fait en phase hormonosensible? Parce que est-ce que je ne traite pas simplement une image et un PSA pour juste me rassurer quand je décide de l'irradier? On fait confiance à nos radiothérapeutes sans problème. Est-ce que j'apporte vraiment un bénéfice à mon patient dans cette situation? Oui, tu rebondis sur le fait que... on traite que ce qu'on voit. Alors on voit beaucoup plus de choses maintenant, beaucoup plus finement, mais c'est toujours pareil, il y a une part d'incertitude, d'où effectivement l'étude. Mais c'est vrai que tu rebondis aussi sur le fait que détecter la maladie un petit peu systémique, potentiellement circulante, potentiellement disséminée, ça a toujours été difficile. Même ici au GTUG, il y a eu des essais, y compris avec la chimiothérapie, qui étaient fondés sur la détection de cellules tumorales circulantes, et puis on s'est rendu compte que c'était pas toujours facile. On sait aussi que sur les faibles volumes métastatiques, la détection d'ADN tumoral circulant n'est pas non plus toujours facile. Donc forcément, j'ai pas de réponse toute faite à ta question, mais oui, on va... Enfin, le sens de l'histoire, c'est d'identifier beaucoup plus finement ces patients très très agressifs ou à contrario ces maladies indolentes que l'on peut tenir très longtemps avec les traitements focaux. Parmi les bonnes nouvelles que tu nous as montrées, avec toute une série de cibles probablement biologiquement importantes et des bonnes nouvelles en termes d'efficacité,
Il y en a une qui est un peu particulière et qui est venue un peu par hasard, qui est B7H3. Autant les autres, je vais aller en anglais, KLK2 on va dire, STIP1, sont des cibles qu'on connaît depuis 25 ans. Et en fait, il a fallu beaucoup de temps pour inventer des inhibiteurs, mais finalement, les cibles étaient connues. B7H3, c'est un peu le hasard. Une phase 1 est faite sur une protéine dont on ne connaît pas très bien la fonction, et boum, on voit des réponses dans le cancer de la prostate. Mais mauvaise nouvelle, avec le temps, on voit certes que le médicament est très efficace, mais qu'il y a de la toxicité. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se sortir de là, ou est-ce que tu penses que ça va être une cible abandonnée à terme ? Je pense que B7H3 est vraiment associé à des cancers de prostate très agressifs, et donc il va répondre vraiment à cette fenêtre de patients chez qui ils ont en fait, c'est les patients avec des métastases hépatiques, on dit toujours ils sont neuroendocrines, mais en fait, c'est pas toujours vrai. Ce sont parfois de vrais adénocarcinomes. Et le docétaxel n'est pas très efficace chez ces patients. Et donc, ça va remplir probablement cette fenêtre d'opportunité qui sont les patients avec des maladies agressives. Par exemple, post-PARP chez les BRCA, je pense qu'il y a vraiment un bénéfice de cet ADC. Donc, ce sera probablement pas tous les patients, mais des maladies agressives. Et j'espère que les développements à partir de la phase 2 vont rentrer dans cette voie et pas aller dans les tout venants comme le font d'autres industriels. Et pour rebondir, est-ce que ce n'est pas aussi une question de dose de l'anticorps conjugué en B7H3 ? Parce qu'on voit qu'on les fait toujours jusqu'à progression. Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à 4 ou 6 cycles ? Parce qu'on voit souvent, c'est au-delà des 4e cycles qu'on apparaissent les toxicités. C'est sûr qu'à un moment, il va falloir peut-être anticiper sur le nombre de cycles. Mais j'ai l'impression que quand on arrête le traitement, les patients progressent aussi. En fait, c'est de la chimiothérapie. Donc, il va falloir probablement augmenter notre expertise pour savoir quand est-ce qu'arrêter. Et la toxicité va aussi dépendre des deux. Il y a 2 ADC qui ont été développés et les toxicités sont un tout petit peu différentes. Guilhem, peut-être pour une dernière question ? C'est juste un commentaire sur, tu as parlé des études OMA, et on va donc mettre cet ODM 208 plus tôt au PV-Zosta, et je pense que c'est vraiment important avec les supplémentations en dexaméthasone à 1,5 mg, la fludrocortisone, c'est absolument pas anodin d'exposer ces patients de manière beaucoup plus longue qu'avant, puisque l'étude qui avait été publiée était plus tardive. Et par exemple, les oncologues, on est beaucoup moins sujet à la vigilance, notamment sur la pneumocystose ou sur des choses comme ça qui peuvent arriver. Et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur cette nouvelle drogue qui est très efficace, mais à cause de cette DEX et de cette fludro, peut être potentiellement toxique au long cours. Je suis tout à fait d'accord sur la toxicité liée à la supplémentation et surtout, en fait, la dexaméthasone est mise à une très forte dose à l'initiation, probablement pour protéger justement des cliniciens qui n'ont pas l'habitude de gérer les insuffisances surrénaliennes. Je pense que ça va être aussi notre expertise, là encore, d'apprendre à diminuer et à vraiment rester sur le strict minimum, puisque quand on passe sur de la Dexa 0,5, c'est finalement ce qu'on a fait avec la biratérone un certain temps, et donc c'est vraiment avoir le réflexe, dès l'instant où on peut être confortable, diminuer la dose de dexaméthasone et diminuer la dose de fludrocortisone au strict minimum pour avoir la moins d'effets secondaires, parce qu'après, sinon, les patients reviennent avec des surcharges hydrosodées majeures aussi. Merci beaucoup à tous les orateurs. Je vous propose qu'on passe à la 2e session.